Salut Cédric et merci d'avoir accepté l'invitation au podcast MDB Academy. Et sache que d'ailleurs, tu es le tout premier invité sur ce podcast. Bonjour Yanni, merci beaucoup pour ton invitation et quel A- honneur. Avec plaisir, avec plaisir. C'était pas prémédité, ça s'est fait complètement par hasard, en fait, pour que vous sachiez, pour les personnes qui vont écouter cet épisode. En fait, j'ai échangé avec Cédric autour d'une opération qu'on lui a financée. Enfin, on a financé les fonds propres, plus exactement. Et en discutant avec Cédric, il m'a raconté une histoire qui est singulière. Je me suis dit, tiens, mais ça, ce serait vraiment chouette de la raconter aux auditeurs du podcast. Et donc, je l'ai invité et il a très gentiment accepté de venir. Et donc, il se couche sur les barbelés pour les futurs invités, puisque, en fait, c'est lui qui va essuyer les plâtres et qui va jouer les premiers invités. Donc, Cédric, aujourd'hui, toi, tu es marchand, exact? C'est ça, exactement, à T'es- 100%. Juste pour qu'on te situe, t'as quel âge et t'habites dans quelle ville? Alors j'ai 36 ans depuis peu et j'habite maintenant à Marseille depuis un an et demi. Et est-ce que tu as grandi à Marseille? Non, pas du tout, j'ai grandi en Lorraine, à Nancy, dans Ok. la brume. Donc, transition brutale entre la Lorraine et les Bouches-du-Rhône. Il y a eu, non, il y a eu pas mal d'étapes entre les deux parce que je suis parti de Nancy après le bac et je suis allé faire mes études à Paris, assez classiquement, hein. J'ai fait des études de droit des affaires et d'histoire de l'art à Paris 1, la Sorbonne, et je suis resté à Paris jusqu'en 2016. Donc, j'ai fini mes études en 2014, je crois, et après j'ai bossé 2 ans sur Paris, et après j'ai rebougé Ok. pour après revenir, et voilà. Et on va y venir. Mais pourquoi t'as voulu devenir marchand déjà? Parce qu'il y a pas mal de gens qui souvent se questionnent autour de ce, de ce, Alors, de ce revirement de carrière. ouais, alors moi c'était vraiment complètement par hasard parce que c'est un métier que je connaissais pas du tout. Et grosso modo, j'ai découvert ce métier parce que j'ai fait une opération marchand qui n'était pas censée en être une à la base et que ça a un petit peu éveillé ma curiosité, que après je me suis renseigné sur cette profession que je ne connaissais absolument pas. Ok. Donc c'était vraiment complètement par hasard. Moi j'ai fait des études de droit d'histoire de l'art, j'ai bossé en galerie d'art contemporain à Paris parce que c'est mon truc. J'ai toujours été passionné de peinture, architecture, design, tout ça. Et donc, non, si on m'avait dit en 2016 tu seras dans l'IMO, non, j'y aurais pas trop ni songé ni cru. Donc, tu y Donc, arrivais par c'était hasard. vraiment par hasard. Ouais, Ouais. complètement par hasard. Complètement. Ok. Très cool. Et donc, aujourd'hui, tu fais ça à temps plein? Je fais ça à temps plein, ouais, sur Marseille exactement, et à temps plein depuis, je ne saurais pas trop vraiment comment dire, depuis au moins 2020. Ouais. Et l'histoire qui m'a interpellé, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est que toi, alors je sais pas si c'est la première opération que tu as réalisée, mais Si, il, si, il si, me il si. me semblait que c'était ça. La première opération d'achat-revente que tu as réalisée, de marchand de biens, hein, de fait, puisque c'était une opération de marchand de biens classique, Littéralement. c'était au Japon. Exactement. Bah, marchand de biens classique, oui et non, parce que celle-là, je pense que dans ta formation, tu sais pas trop ce que tu préconises d'aller te lancer sur l'achat d'une maison abandonnée pour un changement de destination, revente à un investisseur. Je pense pas que ça Mais soit pourquoi pas? Mais la- pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est sûr. Au Japon, je sais pas, avec Ouais, au toutes les Japon, pas contraintes, sûr. Oui, non, là, je sais pas. les Moi, en général, je dis aux réglementaires. gens d'aller à 1 heure de chez eux, tu vois, donc le Japon, Ouais, c'est trop loin. ouais, là, je suis allé un Trop, peu trop plus loin. loin. Et donc, en fait, si je me rappelle bien, moi, l'année dernière, j'étais au Japon. En mars 2024, j'étais au 4. Japon. Et là, toi, enfin, je sais pas, j'ai dû faire une connerie de story ou un truc comme ça. Et toi, tu m'as Ouais, écrit, ouais, dit, ah ouais, moi, je sais pas, t'étais au Japon, t'y as été, tu as commencé à me donner des, c'est ça. des conseils. Exact. Exactement. Je crois que je t'avais dit, j'ai fait ma première opération là-bas et c'est ce qui m'a amené à ce métier par le biais de ta formation. Ok, Et je t'avais dit, va aussi voir, j'ai des potes qui ont un bar franco-japonais, c'est trop cool, vas-y, parce que t'étais à Kanazawa juste avant. exactement. Alors, vas-y, Voilà. raconte-nous comment est-ce que t'en es arrivé à ça? Bah du coup, moi en 2016, je bossais en galerie à Paris et clairement, je me suis assez vite rendu compte que j'avais pas vocation à bosser et dans un bureau et pour quelqu'un.
Donc, même si c'était un métier passionnant, on bossait avec des artistes, parce que c'est une très grosse galerie et c'était vraiment super intéressant. Bref, j'avais envie de faire autre chose et j'étais parti sur un tour du monde pendant 10 mois, je crois, on avait fait. On avait sélectionné quelques pays parce que l'objectif c'était d'ouvrir un hôtel, d'ouvrir un écologe. Donc c'était un peu ça le projet. Donc on avait sélectionné plusieurs pays, notamment on est passé en Écosse, on est passé sur la côte ouest du Canada, sur l'île de Vancouver. On est resté 4 mois. Argentine, Patagonie et Japon. Et Japon, c'était l'avant-dernière destination. Et bah, pays exceptionnel. Enfin, j'avais déjà voyagé en Asie du Sud-Est, mais bon, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir avec rien d'ailleurs, le Japon. Et c'était une expérience vraiment passionnante. Et j'ai adoré. Enfin, je ne vais pas sortir tous les poncifs, mais voilà. Et même si, en étant passionné d'architecture, de design, de céramique, de peinture et tout, c'est un peu le pays ultime avec la Mhm. France et l'Italie, tu vois. Donc, c'est un peu les boss de la planète parmi les boss de la planète. Et en voyageant là-bas, on avait bossé en tant que bénévole dans des ryokan. Ouais. Donc les Si tu ryokan, peux, tu ouais, vois, toi, expliquer ce que c'est, ouais. ouais, je vais expliquer ce que c'est. Les ryokan, c'est les auberges traditionnelles japonaises qui ont souvent plusieurs centaines d'années, qui vont être placées souvent dans des zones, bon, on en trouve à Tokyo évidemment, mais souvent dans des zones plus périphériques ou à la campagne. Et c'est des hébergements qui peuvent être de toute gamme, qui peuvent être méga luxueux à 30 000 € la nuit, à un truc à 60 € la nuit. Et on va retrouver un petit peu tout ce qui fait la culture traditionnelle japonaise. En fait, on y va là-bas pour ça. Donc, c'est-à-dire que normalement, on va avoir le petit déjeuner inclus, le petit déjeuner japonais traditionnel, et on va avoir un dîner kaiseki, donc haute gastronomique, dans la chambre. Et normalement, dans un ryokan, tu vas aussi trouver un onsen. En général, les beaux ryokan ont leur propre onsen, et l'onsen, c'est les bains naturels géochauffés. L'eau vient directement de dizaines ou centaines de mètres en profondeur, et elle est naturellement chaude. Donc en gros, l'idée, c'est t'es là-dedans, c'est en tatami, les murs en torchis, construction complètement en bois, avec la forêt autour, ou très souvent à la montagne, parce que le Japon, c'est, je crois, 70% de montagne. Tu vas dans ton petit bain chaud, ensuite tu arrives dans ta chambre, tu as un dîner gastronomique exceptionnel, et puis tu repars et tu te dis, c'était vrai, c'était un truc de dingue. Alors, Donc, pour l'avoir testé à quelques reprises, c'est globalement la tu l'as fait? régalade. Je valide. Ouais, c'est vraiment fantastique. Et si les auditeurs, il y en a qui vont au Japon, c'est cher, mais il faut le faire. Et il y en a des pas trop chers, voilà, il faut chercher un peu, diguer un peu le truc, mais c'est une expérience fantastique. Et donc l'objectif, voilà, c'était en regardant un petit peu ce que faisaient les ryokan, ce que faisait un petit peu tout le monde, je me suis dit, ok, ça c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire, c'est fantastique, j'adore ça, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour le secteur de l'hôtellerie. Là, ça combine un petit peu tout, le business, l'hôtellerie, l'accueil, parce qu'au Japon, tu as un truc qu'on appelle l'omotenashi, c'est entre guillemets la science de l'accueil. C'est pas une science du tout, mais c'est un standard extrêmement élevé d'accueil que tu retrouves au Japon, et c'est un concept qui est aussi philosophique et qui touche à beaucoup de choses. Tout ça pour dire que voilà, c'était un petit peu l'objectif. Cet objectif, il peut être atteignable parce que tu as des ryokan qui se vendent pour une poignée de pain dans des zones rurales. Et les zones rurales, elles sont désertées aujourd'hui au Japon. Hmm. Celui dans lequel j'avais bossé, je crois qu'elle l'avait acheté 50 000 balles. Et t'avais un onsen dedans, et t'avais, je sais pas, peut-être 800 mètres carrés, 900 mètres carrés. Un truc énorme. Ouais. Donc voilà, moi je voulais pas trop aller m'enterrer et t'es passé par Kyoto et tout, et en fait dans ces villes-là, Kyoto, Kanazawa, t'as ce qu'on appelle des machiya, ce sont les maisons traditionnelles japonaises qui ont les mêmes principes d'architecture, mais tu vas pas, c'est des maisons d'habitation. Et t'as un business qui existe encore au Japon, s'est pas mal développé beaucoup à Kyoto, qui est de faire des hôtels dans ces maisons traditionnelles japonaises, que tu vas pouvoir louer toi à entre une et 6 voire 10 personnes, et tu vas payer un tarif de groupe, grosso modo en fonction du nombre de personnes que tu as. Voilà, donc ça c'était un petit peu le postulat initial, ce que j'ai découvert, et après en continuant de chercher et tout, bah, tu creuses un peu les chiffres et tu vois que ça peut être méga rentable et super intéressant. Ok. Donc là, Voilà, toi, tu y étais allé pour une expérience temporaire, on va dire. exactement. Et là, tu t'es dit, bon, bah, genre, j'ai envie de rester. Alors du coup non, je suis revenu en France, et après j'ai eu une petite période où je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais? Le Japon c'était trop cool.
Mais bon, se lancer, créer une boîte au Japon solo, sans parler japonais, il va falloir apprendre la langue, y aller tout seul. C'est quand même le pays où t'as pas trop envie d'être solo, hein. Il y a quand même des gros trucs de solitude au Japon et de type dépressif. Hmm. Donc, donc je me suis quand même posé pas mal de questions et au final je suis reparti parce que j'avais clairement pas envie d'aller me relancer dans un job salarié et je me suis dit bah écoute vas-y tente, tu verras bien et j'ai fait ce qu'on appelle un PVT, permis vacances-travail, qui te permet de travailler au Japon pendant un an. Ça, c'était en quelle année? 2018, Ok, c'était en 2018, ouais, c'était en 2018 donc je suis parti en octobre 2018. Ouais, c'est ça, octobre 2018. Donc j'ai fait un an de PVT et pendant ce temps-là, j'ai bossé dans une super belle auberge à Kyoto. Je suis allé direct à Kyoto. ok, Une auberge qui était justement une machiya, donc une maison traditionnelle japonaise qui avait été retapée. C'était un couple, lui est japonais et son compagnon est allemand. Bon, ils sont repartis à Berlin maintenant, mais bref, j'avais bossé chez eux. Et c'était trop bien parce que j'avais un appart juste à côté et je bossais, donc il m'explique un peu tout, même surtout sur l'aspect business parce que voilà, j'ai vraiment appris énormément. On a cherché des biens un petit peu, ils m'ont aidé pour la recherche de biens et tout. Et surtout, j'ai appris un peu comment tu fais tourner ça, la spécificité de la fiscalité japonaise, du droit des sociétés japonais, voilà, tout ça qui est quand même un autre monde. Donc ça, c'était une première expérience. Et pendant ce temps-là, bah, je cherchais des matchia sur Kyoto. ok. Sauf que Kyoto, ça coûte une fortune. Hmm. Et en gros, au Japon, tu as un principe fiscal que tu peux retrouver dans pas mal de pays, où tu vas avoir le bâti il va se déprécier à 100% au bout de 30 ans, et la valeur résiduelle, c'est uniquement la valeur du terrain. Ok, Sauf que pour te donner une idée, dans Kyoto, 200 mètres carrés de terrain, c'est 1 million, quoi. ok. Donc, pas accessible à tout le monde, pas accessible à moi. Donc, ça a été un peu complexe. Après, tu as aussi des systèmes où tu vas pouvoir louer le terrain sans être propriétaire. Donc voilà, il y a quand même d'autres choses. Mais surtout, Kyoto, c'était saturé. Ouais. T'as énormément d'acteurs qui font ça. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Et en termes de business, c'était beaucoup moins rentable que la ville où je suis allé me mettre après, Bah, clairement. là, pour le coup, de même que en France, quand tu vas Mm, dans les très grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, etc., ou les villes où il y a beaucoup d'argent et où il y a beaucoup de tourisme, mm, les marchés sont compliqués. Donc exactement. quelque part, c'est relativement comparable en l'occurrence, quoi. Ouais, Le exactement. foncier est cher, la concurrence est nombreuse, mais je Ouais. tiens quand même déjà à souligner euh, que, tu sais, moi, comme j'ai l'organisme de formation, il y a beaucoup de personnes Mm, qui nous contactent, qui mettent des commentaires, qui nous envoient des questions. Ah, mais moi j'ai peur de me lancer à cause de la fiscalité. Et on parle en général de 3 questions de TVA en France. Tu vois, ouais, je tu sais. vas globalement sur servicepublic.fr, il y a des Ouais. réponses. Elles sont pas toujours hyper claires, mais tu trouves des Mm, réponses. Mais toi, tu t'es mm, dit, Nikoumouk, la TVA en France, ouais. c'est pas assez compliqué, je vais aller au Ouais. Japon. Je me suis littéralement dit Nikumuk dans l'avion en y allant. Mais c'était peu ou prou ça. Et non, franchement, moi j'y suis allé. Alors je suis quand même un geek, donc dans le sens où quand j'ai un truc en tête, je vais vraiment poncer le sujet comme un maniaque en amont, pendant, après, dans tous les sens. Ok, Donc, et non, clairement, je suis jamais allé me poser la question de la fiscalité au Japon, tu vois. ouais. C'était accessoire. Moi, la question c'était quelle est l'offre, quelle est la demande, quel est le coût de rénovation, est-ce qu'il y a des sous à faire sur le modèle, tu vois. Est-ce que le modèle est viable? Après, si le modèle il est viable, bah tu t'entoures en fait, c'est aussi simple que ça. Hmm. Et moi, ça a été le premier truc. Donc Kyoto, ça s'est pas fait. Je suis parti à Kanazawa parce que tu as ce qu'on appelle au Japon, qui est un énorme sujet de société, les hakea. Et les hakea sont ces maisons qui sont abandonnées, souvent en périphérie ou à la campagne. Et c'est ce qui fait que tu as des opportunités foncières. Moi, la baraque que j'ai achetée, elle faisait 190 mètres carrés. Je l'ai payée, je crois, 25 000 balles. Si tu peux nous donner un peu de contexte, pour ceux qui Ouais. connaissent pas forcément bien la géographie japonaise, Hmm. comment on situe Kanazawa? Kanazawa, c'est. Bah, tu as Kyoto un peu à l'est. Kanazawa, c'est en face, sur la mer du Japon, de l'autre côté. C'est face à la Corée, grosso modo. C'est à 2h30 de Shinkansen. C'est la capitale, c'est une grande capitale culturelle et gastronomique. Hmm. Donc, c'est la capitale, en gros, des produits de la mer. Et c'est une ancienne capitale, enfin, c'est une ancienne cité féodale où les seigneurs de l'époque avaient misé énormément sur les arts. Donc, ce qui fait que t'as la poterie Kutani, qui est une des grandes poteries d'exception du Japon. Tu as plein de choses qui se font là-bas qui sont uniques à Kanazawa.
Ok. Donc c'est un grand pôle historiquement tourné vers les arts. C'est une ville ultra touristique aussi, parce qu'en général, le classico, quand les gens vont au Japon, c'est Tokyo, Kyoto, Osaka. Hmm. En général, les gens, quand ils sont allés au Japon une fois, ils y vont plein de fois. Et c'est souvent au deuxième ou troisième voyage qu'ils vont aller à Kanazawa, Takayama, plein d'autres villes. Hmm. Kanazawa, c'est une ville d'un peu moins d'1 million d'habitants, mais qui est considérée comme petite pour le Japon. C'est clairement une petite ville, t'as vraiment une ambiance limite village, quoi. Et le foncier est beaucoup moins cher. Sauf que les prix des nuitées, c'est les mêmes prix que Tokyo. Ouais. Et Donc, toi, tu vois, qu'est-ce qui t'a fait aller là-bas? Enfin, à quel moment tu t'es dit, voilà, t'as acheté, t'as acheté la fléchette sur la carte et tu t'es dit, je vais et là-bas ben, ou... ouais, ben en fait, je regardais. En fait, moi, je voulais une ville où tu as vraiment des quartiers, un peu comme à Kyoto. Toi, t'es allé à Kyoto, tu vois, c'est-à-dire tu vas avoir des quartiers qui sont ultra bien préservés. Tu as l'impression d'être il y a 400 ans. Donc, tu vas avoir des rues pavées, des maisons, donc des machis des maisons en bois un peu partout, bien rénovées, en super bon état. Je voulais, pour moi, pour mon intérêt personnel, je voulais une ville qui ait des caractéristiques architecturales et historiques vraiment fortes. Au début, j'avais ciblé Takayama qui est une beaucoup plus petite ville, 15 000 habitants. C'est là-bas que j'avais cherché, commencé à chercher beaucoup et j'avais pas trouvé. Et après, en réfléchissant, je me suis dit, non, mais tu vas pas aller, déjà t'es au Japon, t'es solo, tu vas peut-être pas aller t'enterrer dans une ville de 15 000 habitants. Et à côté de Takayama, t'as Kanazawa qui fait 900 000 habitants. Et en fait, j'y étais allé, et t'as trois quartiers préservés comme ça, qui sont sublimissimes. Où t'as encore, les gens appellent ça des geishas, mais c'est des maiko gecko. Bon, Mhm. bah, je vais pas creuser le truc, hein, peu importe. Des hôtesses, en Mais t'as gros, des, quoi. C'est des hôtesses, mais pas dans le sens hôtesse qui se met à poil, quoi. Non, pas, non, elles se C'est une mettent vraie absolument pas à hôtesse. poil. C'est les garantes de la culture traditionnelle japonaise. Donc, elles Mhm. maîtrisent la cérémonie du thé, elles maîtrisent le chant, elles maîtrisent plein d'arts différents. C'est une formation ultra complexe que tu fais pendant des années, des années, des années. Donc, non, c'est absolument pas du tout l'image que les gens ont. Ça, c'est littéralement aux antipodes. Mais tout ça pour dire que donc t'as des quartiers très préservés comme ça à Kanazawa. Et en fait, en cherchant un petit peu, bah, je voyais que tu avais des très belles machia à 20-30 000 balles. Et en fait, moi, tu sais, j'avais commencé dès le début à répertorier sur Airbnb tous les mecs qui proposaient ce service dans ce type de maison. Et tous les mois, j'allais checker le prix de la nuitée et le taux d'occupation. Ok. Tu vois. Et Ah, en donc t'as fait, au vraiment bout de fait quelques l'étude de mois, marché de direct, quand sauvage. j'étais encore à Kyoto, ouais, comme un Ouais. sauvage. Et en fait, les mois avancés, je me disais, putain, ils sont tous à 80% de taux d'occupation et ils sont tous à 250 balles, 300 euros la nuit. Je fais, ok, je vois en ligne des baraques à 30-40 000 euros. Ok, les coûts de rénovation, même si c'est 5 000 balles du mètre, le BP il va tourner quoi. Ouais. Donc après, départ Kanazawa et j'ai cherché là-bas. Alors justement, quand tu dis t'as cherché, tu vois, en France, une des questions qui reviennent sur pas mal de mes élèves, c'est ah, mais où est-ce que je cherche? Et en l'occurrence, en France, bon, bah, tu tapes annonce immobilière et globalement, tu vas trouver des sites. Mais toi, quand tu Hmm, t'es mis à vouloir chercher au Japon, parce que ouais. pour recontextualiser aussi, euh, quand tu es au Japon, tout est en japonais, Ah ouais, ce ouais. qui est logique, mais Ah bah ouais, ouais. pour Et le puis t'as pas coup, d'anglais. il n'y a pas l'anglais. Et puis, Non. bah, le japonais, si tu le parles pas, tu peux pas le deviner, Ah quoi. ouais, non, 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 t'es dead. Non, 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 bah moi, le problème c'est la langue. Moi je suis arrivé au Japon direct, je suis allé dans une école privée, j'ai pris des cours de japonais. Ok. Et grosso modo, j'ai fait, je sais plus, 4 mois, je crois, mais 4 mois, ça te permet de survivre. Tu vas absolument pas faire des formalités administratives Hmm. ou faire des trucs vraiment techniques. Moi, je pouvais parler, dire, tu vois, exprimer mes besoins, tout ce que tu veux un peu. Après, quand on te parle et qu'on te sort du vocabulaire que tu n'as jamais entendu, que c'est pas des trucs que tu vas aller apprendre en cours, bah t'es complètement out. Donc, pour revenir à ta question, en fait, tu as des portails type Se Loger Hmm. tout simplement, et ça s'appelle At Home. Et puis après, c'était Google Trad. Non, non, c'était la croix et la bannière, hein. Ok. C'était la croix et la bannière. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis vite rendu compte, bah, en fait, je peux être absolument pas crédible quand je visite dans ce contexte-là si je maîtrise pas toutes les spécificités aussi du marché immobilier japonais, parce que c'est pas du tout la même chose. Tu peux avoir des questions de loyer sur le foncier, tu vas avoir des taxes très spécifiques. Enfin, c'est comme aux États-Unis, tu as un agent qui représente le vendeur, un agent qui représente l'acquéreur. Hmm. Donc c'est pas du tout le même délire. Et moi en plus j'avais aucune formation en France. C'est pas comme si j'étais un mec qui avait 15 ans de marché en France qui se dit ok je vois à peu près comment ça fonctionne. J'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Donc bah, quand tu sais pas tu cherches à t'entourer et j'ai trouvé une personne, une japonaise qui parlait très bien anglais, qui était agent IMO, avec laquelle ça a bien fité et elle m'a représenté pour la... Donc j'ai targeté cette matchia, j'en avais repéré quelques-unes. Celle-ci je l'avais visitée, elle était vraiment bien. Elle était surtout vraiment pas chère.
et feu. Et j'ai fait une offre au prix, je crois. Ouais, c'était au prix et je l'ai acheté direct. Et quand tu dis, pour revenir sur l'agent IMO, là tu dis j'ai trouvé cet agent IMO qui parlait anglais. Alors déjà, trouver des Japonais qui parlent bien anglais, c'est déjà pas Ah ouais. mal, mais qui sont en Hmm. plus agents IMO. euh, Improbable. où est-ce que À tu es Kanazawa, à Tokyo, tu vois. où est-ce que tu l'as trouvé? Groupe Comment? Facebook. Il y avait un groupe, il y a un groupe Facebook qui existe qui s'appelle Kanazawa English Speakers. Ok, Et je crois que c'était comme ça que je l'avais trouvé. Tout ok. simplement. Ouais, il me semble que c'était ça. T'as lancé une bouteille à la mer et quelqu'un Ouais, l'a attrapé, quoi. exactement. Je sais même plus. Elle, je crois qu'on avait échangé parce qu'elle avait mis I'm a real estate agent ou je sais plus quoi. Et moi, je devais chercher une loc à ce moment-là. Ok, Et après, je lui avais expliqué le proche. Parce qu'en parallèle, je travaillais aussi pour une boîte franco-japonaise qui fait ce type de business. Qui fait littéralement ce type de business. Et ça m'a aussi appris le fonctionnement du business hôtelier dans des Machia. Donc, location de la maison globale. ok. Voilà. Qui est un Donc, gros acteur français que je ne citerai pas, mais voilà. ok. Donc là, tu trouves un bien potentiel. Tu te Ouais, dis, voilà, là, ça peut faire, le business plan, il tourne. ouais. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut négocier au Japon? Parce que, alors là, moi je sais qu'en France tu peux négocier comme un sagouin, mais Ouais. par contre, la culture japonaise, pour ceux qui connaissent pas nécessairement, c'est très une culture de la retenue et une Hmm. culture de la bienséance Ouais, et du respect de absolument. l'autre. Et comment Hmm. justement la négociation est perçue par rapport à ça? Je pense pas qu'il y ait de sujet parce que moi, quand je l'ai vendue, la mienne, on n'a pas hésité à me négocier. Ok, Je ok, pense que ça reste business avant tout. C'est quand même un gros pays de business. L'IMO au Japon, le secteur de la construction, c'est un secteur pharaonique. C'est un des plus gros secteurs de l'économie parce que eux, au bout de 30 ans, ils reconstruisent. ouais, Donc c'est quand même un truc énorme. Moi, j'avais pas négocié parce que le prix était quand même déjà cohérent. C'était une baraque abandonnée. En vrai, si je l'avais négocié, je pense. Personne en veut des trucs là. Personne en veut. Quelqu'un aurait pu en vouloir, sachant que moi, il y avait un truc, j'étais dans un quartier pas ouf, mais genre à 5 minutes à pied d'un quartier ouf, d'un quartier ultra touristique. ok, Et ça, pour plein de gens, surtout les Japonais, c'est genre rédhibitoire. Et moi, je savais très bien qu'en fait, non, c'est pas du tout rédhibitoire. Donc, je n'étais pas en concurrence avec les Japonais. Des étrangers qui faisaient le move que je faisais, bah, à Kanazawa, il n'y en avait pas d'autres. Donc, en fait, j'avais pas de concurrence sur l'actif. C'est clair que j'aurais pu probablement négocier, mais c'était pas l'idée. Pour moi, ça tournait et ça sert à rien d'aller négocier. Si ton truc il tourne, tu vas pas aller négocier. ok, Et surtout, il fallait que j'active parce que j'avais aussi la problématique d'obtenir un visa investisseur au Japon. Parce que pour faire mon business, il me fallait un visa investisseur. Et ça, ok. attention, c'est bien chaud à avoir. Donc j'avais quand même énormément de contraintes. C'était en secteur équivalent ABF, là-bas. Tu t'es vraiment mis dans la merde. C'était une horreur. Et là-bas, l'ABF, tu vas à la mairie, il y a un truc. Le mec, il te sort l'équivalent d'un bottin et c'est les règles du truc, tu vois. Ah Genre, putain. le spot, il peut pas faire plus de temps, de watts. Enfin, c'était un délire. Mais bon, encore une fois, contrainte, bah juste en fait, tu payes un mec et lui, il sait le faire, quoi. Ouais. Et j'ai pris un archi qui savait parfaitement faire tout ça, et puis c'est terminé. Moi, ma valeur ajoutée, elle n'était pas sur maîtriser toutes les données urbanistiques, en fait. C'était est-ce que le projet, il est faisable? Il est faisable. Est-ce qu'il est viable? Il est viable. Bah, en fait, moi, j'y connais rien en travaux, bah, je prends un bon archi. J'y connais rien en urbain local, bah, je prends l'archi, il est compétent là-dedans. Ouais. Que t'as En trouvé fait, je me comment suis pareil l'archi, comme l'agent Imo, tu l'as trouvé où? L'archi, c'était le pote d'un de mes potes là, qui ont un bar à Kanazawa, un bar à côté. Ok, ok, ça Ouais, ils marche. m'ont dit, bah lui, il est contractant, en fait, il est contractant général. Et, mec super sympa, enfin trop bien entendu. Et il est venu direct sur site, il m'a fait le devis et tout. Il m'a dit, j'ai un bon archi qui peut tout te driver. Parce que tu avais des questions de sécurité incendie, moi c'était pour faire un hôtel. Ouais. C'était pas juste donc j'avais changement de destination, enfin c'était un délire quand même. Et c'était pas un Airbnb, c'était un hôtel, donc il me fallait une licence hôtelière 365 jours. Donc tous les trucs de normes incendie dans la baraque, enfin un bordel, sans nom. Est-ce Mais que voilà, maintenant que tu connais un peu aussi ces sujets-là en France, est-ce que c'est plus contraignant qu'en France, le sujet des ah normes? bah ouais, bah oui, ça Parce que n'a les rien à gens ont voir. tendance à chialer en France sans arrêt en disant que la France, il y a trop de normes, etc. C'est peut-être La vrai. France a Est-ce que c'est... beaucoup de normes. Ouais. Ah, alors, et ça, on pourra peut-être en parler plus tard, mais pour l'instant, du fait de mes premières expériences en tant que marchand en France, j'évite les opérations avec autorisation d'urbanisme. Ouais, Donc je bon, comprends. on pourra en reparler, mais du Ouais, coup, j'ai pas encore eu trop d'opérations où j'ai la contrainte urbanistique. ok. Quand je l'ai eu, ça a été la merde en France. Ouais. Donc je me suis tout de suite dit, c'est quoi, vas-y, essaye de faire ça.
Mais c'est vrai qu'au Japon, après en fait au Japon quand tu fais les choses exactement comme elles sont demandées, ça fonctionne. Il n'y a pas Hmm. d'aléa, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de oui mais non ou quoi. C'est comme ça, fait comme ça et tu auras ton truc en temps et en heure, ça sera rapide. C'est ça, en fait, c'est un pays dans lequel la règle est très stricte et rigide, mais Ouais, par contre, si t'es dans la règle, bah il n'y a pas c'est de souci. bon. Ouais, mais ultra rigide. Alors qu'en France, on va te faire chier comme pas possible avec la règle, et même quand tu la respectes, on va dire, ah mais non, parce qu'en fait, le terrain d'à côté, c'est le beau-frère de l'adjoint à l'urbanisme, et en fait, va te faire voir ailleurs. Ben ça on Et pourra en parler après, ma première opération en France c'était ça, hein. ok, donc on va en parler. Donc effectivement, souvent les gens se disent, ah, quand il y a de la règle, ça crée de la contrainte, mais parfois la règle, elle crée paradoxalement de la liberté. C'est-à-dire qu'à partir du Mm. moment où tu sais, ça c'est un vrai concept philosophique. J'ai une réminiscence de ma licence de philo, où effectivement, la liberté, elle peut être créée par la règle. Parce qu'à partir Mm. du moment où tu sais, tu connais le cadre de la règle, tu sais ce qui est interdit, tu sais aussi ce qui est autorisé. Et en fait, la Exactement. perte de liberté, elle n'est pas dans l'absence de règle, puisque l'absence de règle, elle peut potentiellement dire que tout est Mais au interdit. cas où. Tu ne sais Mm. pas, en fait, ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Donc là, Mm. au moins, il y avait un bouquin, c'est-à-dire un bottin entier de règles Ah ouais. pour ton truc, mais au moins, Mm. tu savais que si tu respectais ces règles, c'était bon. C'est ça. C'est ça. Et finalement ça n'a pas été si compliqué que ça. Ok. C'est l'archi qui a drivé. Moi, je savais exactement les matériaux que je voulais. Je savais exactement ce à quoi je voulais que ça ressemble à la fin. Et au final, franchement, ça a été vite. Surtout qu'après, eux, c'est des maestros dans l'exécution. Une fois que ta conception elle est validée, eux, ils déroulent. Ils te disent t'es livré le 4 à 8h, le 4 à 7h59, il met le dernier coup de balai. Ouais. Et tout fonctionne, tout marche, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une vraie sécurité aussi. Hmm. Je pense qu'entreprendre au Japon, c'est clairement compliqué, mais tu vois, ce modèle-là, j'aurais clairement pu le répliquer comme un dingue. Sauf que, comme je t'avais un peu dit, pour faire ça, pour être marchand de biens là-bas, il faut avoir l'équivalent carte T. Alors Donc la justement. carte agent IMO. Ouais. Et c'est pas agent IMO en France. C'est agent IMO bac+5, grosse formation, bien, bien engagé. C'est pas la chef du coin qui ouvre une agence comme ça. Alors Euh, on va y revenir si tu veux bien. Je voudrais 2 secondes qu'on termine sur l'opération en question. Combien de temps ils ont pris tes travaux? alors, il y a eu, je crois, 3 mois et demi. 3 mois. Ça a pris 3 mois. Pour refaire quelle surface? On devait avoir 80 et 80, 160, plus toute la façade, plus une partie de la toiture, plus le jardin. Le jardin, il y avait du taf. Ouais, il Ouais. y avait du boulot quand même. Ouais. Ok. Mais c'est encore très différent parce que tu vois, tous les sols, moi, c'était des tatamis. Hmm. Donc en fait, on n'a pas changé l'entièreté. Le tatami, c'est constitué de plusieurs éléments. On a simplement changé l'élément externe parce que l'élément interne était encore en bon état. Donc ça, en fait, le mec des tatamis, il est venu le premier jour, il les a tous récup, il les a tous changés, il les a tous relivrés le dernier jour. Donc ça, c'était rapide. Après, on a refait tous les murs en vrai torchis, tous les murs intérieurs. Donc ça, c'est des mecs qui font ça de père en fils, Hmm. avec des mélanges de pigments. Tu choisis tes pigments et tout. On a refait les 2 salles de bain, la cuisine complètement, la façade, on a mis du bois brûlé, ça s'appelle du yakisuki, c'est un truc du bois brûlé noir qui est sublimissime. Et après, tu choisis un petit peu. J'ai meublé aussi, j'ai évidemment tout meublé. Je crois que ouais, ils avaient dû prendre 3 mois, Ok. trois Ok. mois et demi. Ouais, Ce c'était assez qui, rapide. ce qui est assez honnête, ouais, j'allais dire. Ouais, complètement. Et donc là, tu Et, revends? euh, et là, du coup, j'exploite. Et j'exploite littéralement en plein Covid. Fantastique. Magnifique. Très bon timing. Timing de dingue. D'ailleurs, c'est pas la seule fois dans ma vie où je me suis foiré sur le timing professionnellement, Bon, je te dirai la suite. là, globalement, tu pouvais pas le Là, je pouvais prévoir, pas quoi. faire pire. Non, je pouvais pas prévoir. Après, ce qui s'est passé au Japon, c'est que ben, eux, ils ont fermé. Ouais. Donc c'était littéralement. Si moi je sortais du Japon, même en étant résident avec mon visa investisseur, je pouvais pas revenir. Hmm. Et le Japon, ils ont une culture on n'est pas trop fan des étrangers. Donc, et les étrangers, c'est tous les étrangers. Tu vois, il n'y a pas de distinction. Un étranger, c'est un étranger. Donc pays fermé et donc zéro résa. Et par contre, ils ont tout de suite incité les Japonais à voyager à l'intérieur des frontières. Ok. Et en fait, tu avais une sorte d'indemnisation qui était possible, sauf qu'il fallait que tu justifies une perte de business par rapport à ton année N-1. Et quand tu n'avais pas d'année N-1 comme moi, ça avait que dalle. Avec les yeux pour pleurer. Avec les yeux pour pleurer. Bon, heureusement, j'avais pas de crédit et tout était sur fonds propres. Mais ouais, du coup, t'attends que ça boucle, quoi. Ouais.
Donc j'ai un peu attendu. Ouais. Et je sais plus, j'ai dû avoir 20 bookings. Et du coup, moi, c'était un peu au moment où ça faisait 3 ans que j'étais au Japon et que je voulais bouger à Tokyo. Et en fait, bah là, voilà, j'ai appris un peu, j'avais pas mal de contacts, avocats et tout sur Tokyo. J'ai échangé sur bah, la scalabilité du business model. Et en fait, j'ai vite compris que bah, où tu fais l'école pendant 5 ans pour être agent IMO, pour pouvoir faire du marchand. Hmm. Donc si tu veux, non, c'est pas possible. Je me suis dit, tu as tapé 7 ans d'études sup en France, je vais pas refaire ça. Soit tu t'associes avec un mec sur place Ouais. qui lui a la carte T. Ouais. Et malheureusement, je connaissais personne. Voilà. Et puis j'avais un petit peu envie de rentrer aussi. Ouais. J'avais poncé un petit peu le truc sur Tokyo, mais c'était quand même beaucoup plus compliqué. J'étais parti du coup sur un modèle par contre de rénovation d'appartements et de Ok. revente. Voilà, parce qu'en fait, il y a un marché énorme à Tokyo là-dessus, Ok. mais vraiment énorme. Les gens privilégient le neuf, donc l'ancien c'est années 70, années 80, 90. Hein. Hmm. Ça, ils aiment pas, sauf que rénover, ça se vend très bien. Ok. Ça se vend très bien. Et malheureusement, t'as pas énormément d'acteurs qui le font. Et Et t'as pas voulu à un moment donné t'associer justement, chercher comme t'as pu chercher bah, l'agent IMO, l'architecte, te dire bah je vais chercher une personne avec laquelle si, m'associer. j'ai un petit peu cherché, mais j'ai pas trouvé. Ok. J'ai pas trouvé. Et à ce moment-là, je me disais, est-ce que j'ai vraiment la foi, après tout ce que je viens de m'envoyer, est-ce que j'ai vraiment la foi d'aller me refaire un réseau à Tokyo, réapprendre le truc, enfin tu vois, me relancer dans un truc, Ouais. encore solo une deuxième fois. Je me suis dit, waouh, ok, on va tenter une exit, on va essayer de balancer le produit, on va voir si j'arrive à bien le vendre. Hmm. Et si je le vends bien, on passe à autre chose. C'était trop cool, et vas-y, c'est parti, on fait autre chose. Et donc tu t'as mis le business en vente, le bien. J'ai mis le business en vente par l'agent IMO qui avait fait Ouais. l'acquise. Qui parlait anglais. Et qui parlait anglais, il s'est avéré qu'elle était, qu'elle était pas ouf du tout. Elle m'a fait une trentaine de visites, je crois, et elle m'a pas sorti une offre. Ok. Du coup, je l'ai dégagée et je l'ai vendue en 10 jours après. Tu l'as vendu comment? Je l'ai vendue sur un groupe Facebook d'investisseurs. Ok. Je te jure, pareil, j'ai mis, je vends une Machia, j'ai tous les chiffres, c'est un actif financier ultra bien packagé. Voilà les chiffres sur tous les business similaires pendant un an, les taux d'occupation, les loyers et tout. Et en fait, juste si t'étais pas trop mauvais, tu regardais, tu fais, ok, lui il me vend un tel prix, ça rentre tel renta, c'est un super bon truc. Et là Et le au final, je son, l'ai mis sur un groupe d'invest, ouais, et c'est parti direct. on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ouais, alors moi je déteste la partie commerciale, j'ai horreur de vendre, Ok. c'est pas du tout mon truc. Mais là je me suis dit en fait là l'autre elle me fait 30 visites, elle fait que de me dire il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Au final au bout d'un moment, et tu vois bien quand t'as qu'un seul truc à vendre, ça crée de la tension. Moi là j'avais envie de vendre et de partir, Ouais. ça a commencé vraiment à m'énerver. Et je lui ai dit bon bah écoutez on va faire autrement, je vais tenter de vendre par moi-même. Et je te dis, je crois, ouais, je crois que c'est en 2 semaines. J'ai eu un Français qui était intéressé, mais il m'a fait une offre à la case. Je lui ai dit, bah non, dégage. Et après, j'ai eu une Américaine qui m'a dit, bah écoute, trop bien. Moi, je peux habiter dans telle partie. Toute cette partie, je la mets en hôtellerie. Ton produit, il est trop bien. Après, je le mettrai en full hôtellerie avec un gérant. Et elle me l'a pris, paiement comptant. Terminé. Magnifique. Au prix, paiement comptant. Et au niveau des chiffres, si tu es à l'aise de partager, Ouais, enfin, combien toute cette opération a coûté, combien de temps ça a pris et combien ça t'a rapporté? ça avait dû coûter 30 000 avec tous les frais. J'ai dû avoir 60 000 de travaux, quelque chose comme ça. Après, le cours du yen a vachement changé, 60 000, ça a dû me coûter un peu moins de 100 000 et j'ai fait x2. Ok. Voilà. Là, tu comptes les résultats aussi de l'exploitation ou juste Ah juste non, sur à juste. l'exploitation, j'ai dû faire 2000 balles d'exploit, hein. Ah oui, ok. Ouais, non, Tu t'es non, pas gavé, il y quoi. avait personne. Non, je me suis pas gavé. J'aurais pu parce que normalement, ce genre de truc, je te dis, c'est 200, au moins 200 balles par nuit et c'est complet 80% de l'année. Donc ouais, ça. Après, l'idée dès le début, ça avait été quand même d'avoir une sortie rapide. Ok, ok. Parce que je voulais prendre les sous de cette opération et moi, à la base, je voulais vraiment avoir un beau ryokan, un gros truc. Hmm. Donc dès le début, quand je l'avais targeté, je savais que je voulais vendre à court terme. Et donc, t'as dit au bout d'un moment, moi j'en ai eu marre, j'ai voulu, enfin, tu vois, tu voulais rentrer. C'était par rapport à quoi? Bah, 3 ans tout seul là-bas, plus le Covid, pays fermé. Donc même si on n'était pas, il n'y avait pas de, comment
appelait ça, de Le confinement. lockdown, ouais, le confinement. Ouais, il n'y avait pas de lockdown. En fait, tu pouvais te trimballer, les bars étaient ouverts, les restos étaient ouverts, sauf Ok. que les gens n'y allaient pas. Le gouvernement disait ne sortez pas, donc les gens ne Hmm. sortaient pas. Donc ça a été une période quand même un petit peu difficile où bah, t'es solo, t'es loin de chez toi, t'es loin de tes potes, ta famille. C'était un peu long, le business il tourne pas. Ouais. Même si je savais que j'étais assis sur un billet, bah, peu importe, pendant ce temps-là, il se passait rien. J'avais pas de booking, j'avais un hôtel et ça tournait pas. Donc Ouais. ça tapait un peu sur le système. Et on n'avait pas trop de perspectives. À savoir que le Japon, sur un pic touristique colossal quand je Hmm. suis arrivé. Hmm. C'est revenu sur un pic touristique colossal aujourd'hui, mais ça a pris du temps. Et je savais que ça prendrait du temps pour repartir. Est-ce que j'avais envie d'être tanké avec l'actif pendant 3 ans comme ça? Non, pas du tout. Ok. Ouais. Donc je me suis dit, allez, c'est bon, c'était trop bien. On passe à autre chose, quoi. Il y a énormément de marchands qui, en France, se plaignent justement de l'aspect un peu solitaire de la profession. Et c'est quelque chose justement que tu as vécu pas mal, de ce que je comprends, non seulement en tant que marchand, mais en plus en tant qu'occidental au Japon. Ouais, complètement. Bon, j'avais des potes qui sont toujours des potes, qui sont des types super, vraiment exceptionnels, qui ont, en plus ont vraiment été là, qui m'ont aidé, enfin, sur le process, c'était super. Expat Mais ou voilà, japonais? franco-japonais. Ok. Ouais, franco-japonais. Et eux, ils sont là-bas maintenant, ça fait un moment quand même, hein. Et ils ont vocation à rester. Enfin voilà, leur business est là-bas et tout. Et j'avais des potes chinois qui étaient aux Beaux-Arts de là-bas. J'avais un bon pote français qui venait de la même ville que moi aussi. Donc non, j'étais quand même entouré. Mais la ville, tout était désert. Enfin, c'était pesant, quoi, hein. Je Hmm. sais pas comment c'était en France, mais c'était quand même un peu tech là-bas. Donc de fil en aiguille, voilà, je me suis dit, bon, bah, le projet, il est cool. Prends tes sous et puis fais autre chose, quoi. Ok. Et oui, oui, c'était très seul. Et après, c'est sûr, c'est un métier un peu seul, hein, marchand. Hmm. Clairement. Donc là, tu reviens en France. Hmm. On est en quoi, en 2021? 2021, fin d'année 2021, ouais. Ok. Octobre, novembre 2021, je crois. Et là, tu reviens où? Et là, je reviens, je voulais pas retourner à Paris. Je m'installe à Fontainebleau. Ok. Voilà. Voilà, Bon, je t'es sais pas, quand même pas très très loin. voilà, je voulais être pas très loin parce que mes potes sont à Paris, mais je voulais être quand même proche de la forêt. Moi, j'aime bien ça. Je voulais, voilà, pouvoir ne pas être en ville. Ok. Et pouvoir être en ville que quand j'ai envie d'y être. Ok. Voilà, donc Fontainebleau, trop bien. J'avais spoté Fontainebleau, Rambouillet, tu vois, des villes Et un qu'est-ce peu que de tu droite comme fous ça. qu'est-ce que tu fous à Marseille alors quoi? À quel moment tu t'es dit ouais la forêt il y en a marre, ce que je veux c'est Marseille quoi. Bah, du coup, je suis resté quand même, je sais plus, 1 an et demi à Fontainebleau, je crois. Donc en revenant, du coup, je me cale à Fontainebleau. Je me dis, ok, l'opération au Japon, c'était quand même pas mal. Est-ce que ça a un nom, ce métier, ce business? Et du coup, je tombe sur tes vidéos. Ok. Et là, je les ponce et je fais ta formation, qui était trop bien, hein, que j'ai fait pareil à fond. Et j'ai créé la boîte Structure Marchand direct 2 mois après. Enfin, j'ai fait la formation de A à Z. Et après, comme tu préconisais, j'ai targeté une typologie d'opération, un secteur, et j'ai allumé là-dedans. Ok. Voilà. Et donc ce qui me mène à réitérer la question qu'est-ce que tu fous à Marseille? Marseille? Eh ben, bah, je suis resté. Marseille, ça fait un an, donc ouais, je suis venu aussi en 2024. Donc, ouais, je suis resté quand même 2 ans et demi à Fontainebleau. Non, mais j'ai lancé l'activité marchand à Fontainebleau. Marseille, je suis venu parce que ma compagne aimait beaucoup et Ok. qu'au bout d'un moment, j'en avais aussi marre d'être à Fontainebleau. Moi, Ok. j'en ai souvent marre de tout. Ok. J'aime bien bouger. J'aime bien bouger. Donc, Fontainebleau, c'était cool, mais voilà, il faisait gris et j'en avais marre. Et pourquoi pas Marseille? Ma compagne aime beaucoup la ville, elle venait beaucoup et je suis venu. Je connaissais pas du tout, j'avais que des a priori de manière assez classique et en fait, la Hmm. ville est géniale. Et, Mais et remarque, voilà. je pense que heureusement que entre le Japon et le Marseille, t'as eu le sas de Ouais, il y a eu Fontainebleau, ça. parce que Ah ouais. si t'étais passé du Japon à Ouais, Marseille, je pense que j'aurais été goupillé. ça aurait été d'une brutalité, Ouais, je pense, ça aurait été d'une brutalité. insoutenable. Ouais, ça aurait été particulier quand même. Après, déjà, le petit gap repasser un petit peu par Paris et tout, c'était quand même assez particulier. J'allais te Mais demander, c'est est-ce pour que t'as ça. eu le blues justement, de ce retour? Alors toi, tu as vraiment vécu, Non. donc t'as pas forcément le truc du touriste, mais... Ouais. Non. Moi, j'ai jamais de nostalgie. Au contraire, j'aime bien faire des nouveaux trucs. J'adore foutre le camp. J'adore changer d'endroit. Ok. Donc non, j'ai jamais de nostalgie du truc. Fontainebleau, j'ai adoré. C'était trop bien. Mais je suis content que ça ait été fait. Marseille, là, j'adore. On sera sûrement ailleurs plus tard. Non, pas du tout. J'étais très content de rentrer. Non, pas du tout. Au contraire. Et Parce puis c'était une que nouvelle activité. C'était un nouveau truc, hein, donc.
Ouais, non, mais parce que, enfin, moi, j'y ai passé un mois et quand je suis revenu en France, j'ai l'impression de revenir dans un zoo, en fait. Et Ah bah ouais, ouais. la transition, elle était horrible, quoi. C'est- C'est pour ça que j'étais à Fontainebleau, hein. La transition, elle était vraiment, vraiment dure, quoi. Alors, je me Ah dis, bah c'est sûr. quand il y a passé vraiment du temps, quand tu Ça a reviens été ici, tu dois particulier. avoir l'impression d'être jeté au milieu des babouins, quoi. Enfin, ça doit être un truc Bah, brutal. c'est pour ça que je te dis, moi j'étais à Fontainebleau, et c'était la ville, j'habitais à côté du château, proche du parc, la ville nickel. Ok. Donc, Tu vois transition en vraiment douceur, une quoi. transition, vraiment l'atterrissage. Ok. L'atterrissage super doux. Donc non, c'était très bien. Je serais jamais allé me refoutre, tu vois, en plein Paris. Ouais, là je pense que ça aurait été peut-être un petit peu dur. Tu sais, t'as le syndrome du japonais, je sais pas si du Japon, ça. C'est un peu comme le syndrome de Stendhal, Ouais? mais inversé. Ouais. Donc les Japonais, ils arrivent, ils fantasment Paris à fond, Ouais. ils prennent le RER, ils arrivent Gare du Nord, et là ils débloquent et ils se font rapatrier. Je crois que c'est 200-300 personnes par an. Il y a, j'ai même cru, j'ai même ouï dire que, je crois que c'est à la Pitié-Salpêtrière, je sais pas où, C'est une aile, il y un a une département. aile, il y a une aile pour les Japonais en fait, Là, c'est un vrai qui pètent truc. une durite. Parce C'est que un vrai truc. en Israël, il y a le syndrome de Jérusalem, c'est les gens qui arrivent à Ouais. Jérusalem qui se prennent pour le Christ. Et ben là, il y a Ah ouais? mais oui, mais c'est un vrai truc, hein. C'est un vrai syndrome Ok. psychiatrique. Il y en a plusieurs, je crois que ça se compte par centaines chaque année. Ok. Des gens qui se prennent pour Jésus et qui commencent à triper et tu vois, qui partent Ah complètement en ouais. sucette. Et les Japonais, eux, ils arrivent à Paname Ouais. ils Dans le ont dixième. ils ont l'image de la Belle et la Bête. Et là, ils Ah prennent le bah ouais. RER A et c'est plus, c'est pas, Ah ouais. en fait, c'est pas possible. Ah bah là, ouais, c'est pas le même délire. C'est pas du tout le même délire. C'est pour ça que je leur ai à chaque fois à mes potes, je leur disais quand vous arrivez, prenez le taxi, allez dans le huitième. C'est ça que vous avez en tête. Prenez pas le RER. C'est too much too soon, quoi. Ouais, c'est exactement. C'est le choc est beaucoup trop gros. Mais c'est pour ça, non, non, Fontainebleau, c'était parfait. Ok. C'était calme, tu t'emmerdes un peu, limite. Enfin, mais pas limite, mais oui, oui. Mais c'était bien. Alors, il y a un truc, quand même, une question qui me vient par rapport au sujet du marchand, c'est que, et c'est aussi un truc que j'essaie d'enseigner le plus possible à mes élèves, c'est que, en général, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et sur l'activité de marchand, ça se vérifie beaucoup. C'est-à-dire que je remarque que quand même, pour faire son trou et avoir son réseau et réussir à trouver des apporteurs d'affaires un petit peu réguliers, c'est quand même important de se faire connaître sur un secteur Hmm. et ça s'inscrit plutôt dans la durée. Ah ouais. Comment justement, toi, tu arrives à naviguer avec ça en ayant ces déménagements successifs? Ben, c'est une super bonne question, tu vois. Je me dis, là, à Marseille, je bouge plus, quoi, parce que ça prend un temps colossal. Et en fait, c'est le cœur du truc. Moi, les opérations que j'ai faites, moi, je suis spécialisé en immeubles. Les opérations que j'ai faites d'immeubles en région parisienne, elles étaient toutes sur le Bon Coin. Toutes. Et c'était des opérations vraiment top, très rentables. Donc, ouais, tu vois, c'est possible. Hmm. Après, tu peux pas scaler comme ça, c'est impossible. Tu vas réussir à faire un ou deux dossiers par an. Toi, tu pourras en vivre très bien, mais si ton objectif, ça dépend de tes objectifs. Moi, mon objectif, c'est d'envoyer la sauce, quoi. Je veux vraiment avoir une grosse boîte, faire plein de typologies d'actifs différentes, l'hôtellerie, enfin voilà, j'ai des objectifs assez élevés. Tu peux pas, comme ça, hein, juste en est avec les trucs qui sont sur Internet, qui sont publiés. Il faut forcément avoir un réseau. Et comme tu dis, avoir un réseau, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il Hmm. faut l'entretenir, trouver les acteurs pertinents. Parce que si tu fais de l'immeuble et que tu vas avoir une agence qui fait que de l'ARP, bah, tu perds ton temps. Il faut trouver les mecs qui sont pertinents pour ce que toi tu fais. Et Ouais. ouais, ça prend beaucoup de temps. Et là, je le vois, ça fait un an et demi que je suis à Marseille. Depuis janvier, où je cherche vraiment à Marseille, j'ai un immeuble. On Ok. est en octobre. Ouais. Et j'en ai visité un paquet. Hmm. Hmm. Ouais, donc là, ça fait combien de temps que tu es à Marseille? Tu viens de le dire, mais j'ai pas capté Là, ça fait un an et demi et que je cherche activement des immeubles à Marseille, c'est depuis Ouais. janvier. Et Ouais. j'en ai un. Ouais. Voilà, donc pour te dire, et je sais pas, j'en ai visité peut-être 20, quoi. Des trucs qualifiés. Pareil en ligne ou qu'on m'apporte, mais ouais, clairement. Et à Marseille, a fortiori, c'est vraiment la ville du réseau, Ouais. 100%. Ouais. Les Ouais. deals, ils se passent entre mecs, ils se passent entre marchands, entre promotes. Les deals, ils sont que comme ça ici. Tu Hmm. peux avoir un truc en ligne, mais si c'est en ligne, rénové, ça va sortir à 4000, il va être publié à 3008 Ouais. du mètre. Ouais. Donc voilà, tu perds ton temps. C'est inutile. Donc ouais, le réseau, c'est vraiment le plus gros truc. Ok. Clairement, c'est le nerf de la gare. Alors, juste pour revenir, en fait, et peut-être pour clore cette histoire de cet épisode au Japon, euh, a posteriori,
maintenant que tu pratiques l'activité en France, Mm. quelles sont les différences majeures que toi t'identifies entre les deux marchés et peut-être les avantages et inconvénients? Parce que je vais dire pourquoi je pose aussi cette question. J'aime bien toujours mettre en perspective et aussi parce que les Mm. gens ont quand même tendance en France à pleurnicher, tu vois, et à se dire que la France c'est terrible et que c'est un pays infernal dans lequel on peut pas Mm. travailler. Mm. Mais globalement, quand tu prends un peu de perspective et que tu vas ailleurs pour de vrai, tu te rends compte Mm. que l'herbe est pas toujours plus verte de l'autre côté de la barrière. Ouais, c'est Quelle a clair. été ton expérience là-dessus? Moi, la grosse différence que tu vas avoir ici, c'est le levier. Ouais. Faire ce métier sans levier, bah accroche-toi. À moins d'avoir beaucoup de sous, c'est quand même compliqué. Là-bas, quand t'es étranger, t'empruntes pas pour faire du court terme comme ça. Oh, Déjà, emprunter pour faire du long terme, accroche-toi. Ensuite, emprunter pour faire du court terme, t'oublies. ok. Donc, gros sujet, bah les sous. Si t'as pas Hmm. de sous, là-bas, tu vas pas faire de business. Donc voilà, en France, on a une chance qui est quand même colossale. T'as une bonne opération, la banque, elle va te financer 80% de ton besoin de financement. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Donc ça, tu l'as pas dans énormément de pays et tu l'as pas au Japon. Donc clairement, je dirais ça. Après, la grosse diff, c'est le sérieux des gens là-bas, quoi. Hmm. J'en ai visité, les mecs, ils sont ultra carrés, ils savent de quoi ils parlent. Ici, les agents immobiliers, c'est quand même, je suis désolé, mais c'est souvent très compliqué. C'est souvent très compliqué. Oh, ça va, t'as été Euh, soft. Ah, j'ai pas du tout envie d'être soft en plus, mais je suis soft. Ah. C'est Mais souvent très si t'as compliqué. regardé toutes les vidéos IMO, toutes les vidéos que j'ai faites sur YouTube et tout, tu dois Ah, j'ai tout savoir vu. Ouais. en général, je m'autorise à pas l'être. Donc si tu veux, comme t'es là sur mon média, sur mon médium, tu peux te lâcher si tu le souhaites. Si tu veux pas te mettre tous Non, les agents non. immobiliers de Marseille à dos, Ouais. t'es pas obligé. Et, et surtout, alors pas forcément Marseille, mais tu vois, pour te donner je vais te donner un exemple absolument incroyable. On a fait un immeuble Fontenay-sous-Bois. On achète l'immeuble, on redonne la commercialisation à l'agent immobilier. Hmm. Assez sympa, hein, parce que c'était pas du off-market. On lui dit, écoute, bim, t'as 6 lots à revendre, vas-y, fous-moi ça en ligne. 2 mois, pas une offre. Ok. 2 mois, pas une offre. On se dit, ok, putain, là, il y a un souci quand même. On la dégage, on met une autre personne. Je crois qu'il a vendu 4 lots en, je sais plus, 3 semaines. Ouais. Et les retours qu'ils nous faisaient, c'est ah bah pourtant il y a des gens qui ont visité avec eux. Putain, j'ai vraiment envie de dire qui c'est en plus, mais je le ferai pas. On a des gens qui ont visité avec eux, ils nous ont dit ça, des trucs complètement incohérents. Ok. Donc moi je lui ai dit, mais en fait, ça t'intéresse pas de prendre 50 000 balles de com, tu fais juste pas ton boulot, mais quel est l'intérêt d'être nul comme ça en fait? Ouais. Quel est l'intérêt? Et ce cas de figure, je l'ai eu plusieurs fois. Hmm. Et en fait, tu comprends pas, t'es juste sur une autre planète, tu te demandes, là ton boulot, il est vraiment pas compliqué. Les trucs qui sont en bon état, tu ouvres la porte, tu réponds au mail et tu vois, tu vas réussir à les vendre. Ouais. Bah non, je le ferai pas. Et ça, je l'ai eu plusieurs fois quand même. Alors, je vais rebondir là-dessus. Je vais rebondir là-dessus parce que j'ai presque pire comme anecdote. Il y a pas longtemps, je discutais avec le numéro un en France du réseau Efficity, qui s'appelle Hmm, Martin, qui est très sympa, ok, et qui est à Chamonix. Et ok. je lui disais, tiens, j'essaie de développer un petit peu le réseau sur mon secteur et les apports d'affaires, etc. Nanana. Est-ce que tu as deux, trois agents tu vois, de ton réseau, du réseau Efficity, que tu pourrais me recommander, qui travaillent sur mon secteur, avec lesquels je pourrais créer des partenariats? Donc il m'a réfléchi, il me dit, ah bah oui, tiens, il y a lui, il y a celle-ci, il y a celui-ci, etc., qui sont bien. Bon, là aussi, pour être sympa, je vais taire leur nom, tu vas comprendre pourquoi. Parce que donc il me dit, voilà, il y a telle personne, telle personne, telle personne, tu peux les contacter de ma part. J'ai contacté 4 personnes, ok? Il y en a, Personne répond. il y en a pas un qui m'a répondu. Ouais, bah ouais, ça m'étonne Maintenant, pas je du suis tout. pas un trou de balle, tu vois, sorti de n'importe où qui s'est réveillé, je sais pas, j'ai eu un héritage de 300 000 de Tata Monique et je veux faire, j'ai fait un peu des choses, quoi. J'ai un peu de crédit, j'ai un petit peu d'argent, un peu d'expérience, j'ai une audience, on peut faire des choses, quoi. Hmm, hmm, hmm. Réponds, tu vois. Bah non, je vais pas répondre. Je dis à Martin je sais plus, quelques jours, quelques semaines après, je dis, putain, tu sais, Martin, c'est pas du tout ta responsabilité, mais je tiens quand même à te l'informer pour te faire un follow-up sur la mise en relation que tu m'as faite. Il n'y en a pas un qui m'a répondu. Et il m'a dit, tu vois, dans ce métier, pour être numéro un, c'est pas compliqué. Parfois, il suffit de répondre aux gens, quoi. Bah ouais, Et tu te bah dis, c'est mais vrai, quoi, hein. ça, c'est incroyable. C'est quand même une activité dans laquelle il y a un taux élevé vraiment de gens qui sont très, très, très mauvais, quoi. Très mauvais. Bah après, il y a énormément d'agents immobiliers aussi. Est-ce qu'il y a assez de business pour tout le monde? Je sais pas.
Moi, je sais que j'ai déjà travaillé avec des agents IMO qui sont des tueurs, qui Hmm. sont ultra bons, qui vendent bien, parce que c'est censé être des bons vendeurs, qui vendent bien, et c'est un vrai bonheur. Ouais. Et j'en ai eu, c'est souvent les directeurs d'agence. Hmm. Il y a pas de secret, c'est très souvent les directeurs d'agence. Et ouais, enfin moi, des anecdotes comme ça, je peux t'en raconter. J'en ai où ils sortaient des dingueries au lead, au potentiel client, enfin au client. Et t'es là, non mais en fait, ce vieux, arrête tout de suite, ne touche plus à mes trucs, fous le camp, quoi, je veux plus te voir. Parce qu'il se trompait, alors que, en plus, moi, je suis quand même quelqu'un de très carré, j'envoie systématiquement les plans. En fait, je me dis, tu sais, il faut qu'il ait aucune question, le mec, quand il vend mes trucs. Ouais. Donc, je lui donne toutes les infos classées, bien rangées et tout. Et tu peux quand même avoir des problèmes. Après, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les corps de métier, je Oui, pense, hein, oui, ça c'est s'appelle sûr. J'allais dire quand même pour être un peu honnête, les marchands de biens, les marchands mauvais, ouais, je crois qu'il y en a un paquet. il y en a un paquet. Des mauvais et des malhonnêtes, il y en a quand même Hmm, globalement un paquet. c'est clair. Ok, donc le sérieux des gens, je sais pas, parce qu'on était sur les différences, c'est moi qui t'ai fait digresser, mais Ouais. les différences entre la France et le Japon. Financement, sérieux des gens. Financement, je dirais en premier, hein, sérieux des gens. Et après, voilà, il y a pas d'incertitude en fait. Hmm. En France, là, lance-toi aujourd'hui, t'as plein d'incertitudes pour plein de choses. Enfin, on a vu ce qui s'est passé ce matin, politiquement. Alors, c'est Les pour remettre du contexte, alors moi, j'étais pas au courant. J'ai déjeuné ce midi avec un ami Ah ouais, entrepreneur et c'est lui qui m'en a parlé. c'est quand même de la science-fiction. On est le 6 octobre, le jour où on tourne cet épisode, et c'est le Premier ministre qui a démissionné, c'est ça? Tu me confirmes? Ouais, Ouais, c'est ça, exactement, avec le gouvernement qu'il a nommé il y a 20 heures. ouais, magnifique. Mais Donc on a pas mal d'incertitudes. ouais, Sur plein de niveaux, fiscal, même si fiscal, encore une fois, moi je te rejoins à 2000%, c'est vraiment pas la panacée quand tu fais du marchand, sauf aller faire des opérations très complexes, hmm, mais il n'y a pas énormément d'acteurs qui font ça. Mais voilà, il peut y avoir quand même pas mal d'incertitudes. Au Japon, tu as quand même beaucoup moins ça. ouais, Tout est très cadré, mais si tu respectes les règles, tu auras ce que tu veux. ouais. Et juste pour revenir, alors justement, tu disais la différence, l'une des grosses différences, c'est le financement. Et c'est exactement le sujet que j'ai abordé ce midi avec l'entrepreneur avec lequel j'étais à déjeuner. Mm. Et on se dit, mais en fait, il y a tout plein de discussions en ce moment. C'est ah oui, les entrepreneurs quittent la France, est-ce qu'il faut quitter la France, etc. Et en fait, les gens réalisent pas. Bon, la France, c'est un pays qui a ses avantages et ses inconvénients comme tous les pays. Mais souvent, en fait, les gens qui pleurnichent sont des gens qui ne tirent pas profit des avantages que la France a à offrir. Mm. Et notamment, la France est un Eldorado pour l'immobilier. C'est clair. Les gens n'en ont pas conscience Ça, quand tu c'est clair. racontes à un étranger, un Mm. Américain, un truc, je sais pas quoi, que tu peux emprunter des fois à 100% pour acheter ta résidence Mm. principale. Les mecs, ils C'est hallucinant. tombent à la renverse, en fait. Et c'est hallucinant, ouais. Ils tombent à la Ah bah ouais, renverse. c'est Et clair. en fait, les gens réalisent pas ici que ce levier de l'emprunt, ce levier de la dette sur l'immobilier, c'est un truc qui permet une ascension économique que aucun autre domaine ne permet. C'est clair. Et dans d'autres pays, ça n'existe pas, en fait. Ça L'immobilier, n'existe pas. c'est un truc pour les gens qui sont déjà un peu possédants, en fait, quoi. Exactement. C'est clair que euh, tu peux vraiment, tu peux vraiment considérablement améliorer ta situation économique et financière par ce biais. Clairement. En faisant les choses correctement, en étant bien formé, en ayant des objectifs clairs, en étant bien entouré. Ah ouais, il n'y a pas photo. Je veux dire, quand tu as un projet et que la banque, elle te dit on te finance 80% du truc, bah ouais, c'est quand même une sacrée aide. Les biens immobiliers, ça coûte cher. Tu as un acteur qui t'en finance une grande partie, Hmm. sur des taux qui sont quand même aujourd'hui redevenus intéressants. Bah ouais, ça fait une différence colossale, c'est Ouais. sûr. Même par rapport à plein d'autres business, tu vas pas pouvoir le faire. Ça me paraît être un message positif et intéressant sur lequel conclure notre échange. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager? Alors, sur l'audience, je pense qu'il y a il y a une audience qui est de personnes qui sont déjà marchands, qui font des OP, une population un peu néo aussi. Est-ce que toi, tu aurais Hmm. des conseils à partager par ton expérience déjà? Moi, je pense qu'il faut s'entourer. Alors, je sais que tout le monde fonctionne pas trop comme ça. Moi, je fonctionne comme ça. J'hésite pas à dépenser de la thune pour avoir des mecs qui sont bons dans leur domaine Hmm. et qui m'entourent. Donc, si moi je suis nul en travaux, je travaille avec quelqu'un qui est un tueur en travaux. Si je suis nul dans tel ou tel domaine, bah, je prends quelqu'un qui va être meilleur que moi là-dessus. Moi, j'estime que notre métier, c'est un métier de trouver des projets et de les monter. C'est tout. Ouais. Après, moi, j'ai pas à être conducteur travaux, j'ai pas à être géomètre, j'ai pas à être agent immobilier, j'ai pas à être tout ce que tu veux.
Moi, c'est la façon dont je vois le métier. Donc, je pense que c'est ultra important de s'entourer. Surtout qu'on a toujours des centaines de questions. Chaque projet, il va être unique et tu vas avoir plein de questions. Tu vas tout le temps te poser plein de questions. Pour avoir une réponse, entoure-toi d'un mec qui est meilleur que toi, c'est tout. Ouais. Et tu le payes à sa juste valeur et tu fais ça. Donc, je pense que c'est ça. Et puis après, il faut persévérer. C'est un métier qui est super intéressant, qui est passionnant, qui est compliqué. Mais si, encore une fois, il faut mettre toutes les chances de son côté, et pour mettre toutes les chances de son côté, il faut bien se former, c'est fondamental, parce qu'il y a tellement de façons de se casser la gueule, il faut bien se former, bien s'entourer. Au top. Ouais. Cédric, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. C'était très Merci à chouette et toi. instructif Bah ouais, et amusant en même temps. plaisir Et partagé. ben, on te souhaite en tout cas plein de réussites, que ce soit à Marseille ou ailleurs. Merci beaucoup, Yanni. À À bientôt. bientôt.